Il y a des gens qui sont à leur compte depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ils travaillent, ils ont des clients. De l'extérieur, ça ressemble à un business qui tourne. Mais en réalité, leur revenu plafonne. Depuis déjà très longtemps, ça plafonne. Et à chaque fois qu'ils essaient de passer un cap, de dépasser le revenu actuel, par exemple, ils veulent augmenter leur prix, se repositionner, lancer une nouvelle offre, peut-être même déléguer, ils vont retomber au même endroit. Et dans leur tête, ils se disent entrepreneurs. Mais en réalité, ils confondent entre l'entrepreneuriat et avoir un job en freelance, micro-entreprise. Ce qu'ils ont créé, c'est pas vraiment un business, ok? C'est une activité de freelance, c'est tout à fait respectable. Mais là, aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'est de te permettre de comprendre la différence entre avoir la posture business, l'entrepreneur, donc être vraiment un entrepreneur, et être en freelance, parce que c'est pas la même chose. Je précise d'emblée que chaque choix est respectable. Je suis pas en train de critiquer le fait d'être en freelance. Tu peux très bien être en freelance. J'étais en freelance aussi pendant des années et j'aimais bien ce que je faisais. Mais à un moment donné, j'ai changé d'ambition. Je m'adresse aux personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont bloquées en dessous d'un certain plafond, qui pensent qu'elles ont un vrai business, mais qui en réalité sont bloquées dans un mindset différent. Être en freelance ou être à son compte, c'est pas vraiment un business. C'est un job, mais qui, à mon sens, peut à un moment donné devenir beaucoup plus ingrat qu'un poste normal en entreprise. Parce que, en plus de faire ton travail, tu vas être à la fois le patron, l'employé, le commercial, le comptable, le stagiaire, le responsable marketing. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a décidé de quitter le salariat, mais on l'a recréé en pire. En pire, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans les congés payés, sans la sécurité, sans le chômage et sans personne pour te dire que le problème, c'est pas ce que tu crois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu te retrouves dans cette description, c'est que tu confonds encore deux choses qui n'ont rien à voir, être à son compte et être entrepreneur. Et cette confusion, elle risque de te maintenir longtemps à un plafond qui est impossible à briser. Si tu cherches sur YouTube, tu vas trouver des dizaines de vidéos qui te disent toutes la même chose. L'indépendant, il échange des heures contre de l'argent. L'entrepreneur, il crée quelque chose de scalable qu'on peut développer. Donc, il cherche la croissance. C'est vrai tout ça. Et je sais que tu as peut-être déjà vu l'information. Mais c'est insuffisant. Parce que si c'était juste une question de modèle, il suffirait de changer de modèle, n'est-ce pas? Tout le monde l'aurait fait depuis très longtemps. De passer du coaching individuel à un programme en ligne, scalable, etc., de remplacer du sur-mesure par du standardisé. Si c'était juste ça, le problème serait réglé depuis très longtemps pour tout le monde. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui connaissent très bien cette distinction, qui ont déjà toutes les informations, toutes les connaissances, qui l'approuvent, qui hochent la tête quand ils l'entendent et disent oui, c'est logique, c'est normal, mais qui continuent pourtant à fonctionner exactement de la même manière, avec le mindset de la personne qui s'est mise à son compte, qui a quitté le salariat et qui est encore en mode freelance. Parce que le problème est ailleurs, comment ton cerveau perçoit le monde. Alors, je m'explique. Quand quelqu'un est en mode prestataire, c'est le mode par défaut de son cerveau. C'est presque tout le monde, hein. C'est pas une critique parce que le système nous a conditionnés à ça. Donc on va regarder le monde à travers sa compétence. Je suis graphiste, qui a besoin de graphisme? Je suis coach, qui a besoin de coaching? Je suis consultante en sécurité, qui a besoin de conseils en sécurité? Le réflexe, c'est toujours le même. Je pars de mon expertise, je pars de ce que je sais faire et je cherche à le vendre. Mon expertise, c'est mon point de départ. Mon identité professionnelle, c'est ma boussole exclusive. Quand quelqu'un est en mode entrepreneur, il regarde le monde différemment. Alors, je suis pas en train de remettre en question l'importance de l'expertise. Je suis juste en train de te dire que, en plus de ton expertise, tu as besoin d'autre chose que tu n'as pas encore aujourd'hui. L'entrepreneur ne part pas de lui. Il part de ce qu'il observe. Il arrive à joindre son expertise avec ce qu'il observe. Il va voir un problème réel, un besoin qui n'est pas encore bien couvert, un décalage entre ce qui existe et ce que les gens cherchent vraiment. Il se dit, il y a quelque chose à construire ici. Il se demande pas, est-ce que ça correspond à mon expertise? Il se demande plutôt, est-ce que ça correspond à une demande réelle? Et si ça correspond à une demande réelle, est-ce que j'ai l'expertise pour résoudre ce problème? Ce sont deux systèmes d'exploitation complètement différents. Le premier, il va scanner le monde en cherchant où placer sa compétence. Le deuxième, en revanche, il va scanner le monde
en cherchant des problèmes à résoudre, en voyant des opportunités à monétiser. Et la raison pour laquelle la plupart des gens qui se mettent aujourd'hui à leur compte vont rester en mode prestataire longtemps, c'est parce que personne ne leur a jamais expliqué ou appris l'autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire le mode business, le mode entrepreneur. Certainement pas à l'école où on nous a appris à développer un savoir-faire et le restituer. Encore moins au salariat. On va te payer pour exécuter ce que tu sais faire. Tout le système nous conditionne à penser. Je suis ce que je sais faire. Et quand tu te lances, tu embarques cette logique avec toi. Non seulement tu ne crées pas un business, mais tu n'es même pas conscient de cette problématique. Tu ne sais pas. La plupart des personnes qui se lancent à leur compte aujourd'hui vont créer juste une sorte de prolongement de leur CV. C'est ce qu'explique d'ailleurs Michael Gerbet dans son fameux ouvrage The E-Myth Revisited, en français, le mythe de l'entrepreneur. Il explique que la plupart des gens qui créent une entreprise ne sont pas des entrepreneurs, mais plutôt des techniciens frappés par une crise entrepreneuriale. Ils sont très bons dans leur métier, des coachs, des coiffeurs, des artisans, des graphistes, des monteurs vidéo, des copywriters, etc. Alors ils se disent, je vais me mettre à mon compte. Mais ils continuent à fonctionner en technicien. Ils travaillent dans le business au lieu de travailler sur le business. C'est différent. C'est pas la même logique. C'est pas une critique parce que j'ai moi-même fait ça pendant des années sans en avoir conscience. Et ces différences de système d'exploitation, elles se voient tous les jours dans des comportements très concrets. Et je vais t'en donner 3 pour que tu puisses comprendre exactement de quoi je parle. Et j'espère que ça va te permettre de commencer à changer de perspective. Le premier, c'est le rapport au temps. Quand tu es en mode prestataire, freelance, tu penses en heures ou en jours de travail. Donc ton plafond, c'est ton agenda, c'est ta capacité à travailler. Tu peux optimiser, tu peux augmenter tes tarifs, tu peux mieux t'organiser si tu veux. Tu arriveras à améliorer tes résultats. Mais légèrement. Parce qu'à la fin, tu restes enfermé dans la même équation. Pas de travail, pas de revenus. Tu te lèves le matin et tu te demandes qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et ta journée, elle se remplit de tâches. Du travail client, de l'administratif, du contenu, des relances, de la comptabilité. Tu es occupé du matin au soir. Mais être occupé, ce n'est pas la même chose qu'avancer. Quand tu es en mode entrepreneur, tu ne te demandes pas qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Tu vas te poser d'autres types de questions. Qu'est-ce que je peux produire aujourd'hui qui va m'apporter un résultat? En d'autres termes, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour générer des revenus? La question aussi basique et aussi simple. C'est pas la même question parce que la réponse, c'est pas toujours travailler plus. Et je suis pas en train de sous-estimer l'importance du travail. Parfois, ça peut être simplement simplifier ton offre. Parfois, ça peut être arrêter quelque chose qui ne fonctionne pas et avoir le courage de le faire parce que souvent, je sais que c'est difficile, surtout quand on a notre identité qui est liée à ce qu'on fait. Parfois, ça peut être investir 2 heures de plus sur un truc qui va t'en faire gagner 50. Si tu veux passer en mode entrepreneur, tu dois apprendre à chercher les leviers de croissance au lieu de chercher à remplir ton agenda. Le deuxième, c'est ton rapport à l'offre. Le prestataire, il construit son offre autour de ce qu'il sait faire. Je suis coach, donc je vends du coaching. Je suis graphiste, donc je vends du graphisme. L'offre est toujours un prolongement de ton identité professionnelle. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu peux proposer d'autre? Peut-être que tu ne comprends même pas la question. Autre chose, comment? C'est pas mon métier. Alors l'entrepreneur, il réfléchit pas comme ça. L'entrepreneur, il construit son offre autour de ce que le marché demande. Et il arrive à faire correspondre la demande du marché avec son expertise et pas l'inverse. Je sais que tu le sais. C'est ça le problème. Mais il y a une différence entre savoir, avoir l'information et la connaissance, et intégrer ça dans ton état d'esprit, de ce que ça implique dans la pratique. Quand tu as une logique connectée à la demande du marché, tu vois le monde d'une manière complètement différente. Et pour moi, franchement, cette prise de conscience a chamboulé ma façon de voir le monde. Même si c'est pas ton métier au sens classique. Tu vas essayer d'apporter une solution, même s'il faut apprendre quelque chose de nouveau, ou bien mettre en lien avec des experts. Quand on parle de sujets très techniques qui demandent une certaine expertise, peut-être que tu peux monétiser le fait d'être intermédiaire entre 2 personnes. C'est-à-dire, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu prétendes avoir une expertise que tu n'as pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est apprendre à voir des opportunités là où t'es pas habitué à voir ce genre d'opportunités. Et l'entrepreneur, s'il peut apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle compétence, il est prêt à le faire. Par exemple, de mon côté, je n'avais aucune expertise et aucune connaissance dans le monde du web design, la création de sites internet. Alors, j'étais pas obligée de le faire, ça fait pas partie de mon métier, mais c'était une compétence que je voulais apprendre. Je l'ai fait, j'ai appris, et aujourd'hui, je propose à mes clients, dans l'extension de l'offre que je propose, une offre complète qui inclut un site internet minimaliste et pro, sans devoir payer en plus une agence à 5 000 ou 10 000 euros. Parfois, il faut savoir
pivoter. Parfois, il faut savoir enrichir ses compétences. Donc, l'offre que tu proposes aujourd'hui, c'est une réponse à ce qui existe dehors. Et d'ailleurs, je trouve que ça rejoint un concept que je trouve personnellement très pertinent, proposé par l'économiste Israël Kernzer, qui a beaucoup travaillé sur la notion de alertness entrepreneuriale, c'est-à-dire la vigilance. Selon lui, l'entrepreneur n'est pas quelqu'un qui a plus de compétences ou plus de ressources que les autres, mais simplement quelqu'un qui va percevoir des opportunités là où les autres ne voient rien. Il s'agit d'un mode de vigilance ou une manière de regarder le marché en se demandant en permanence qu'est-ce qui manque ici ? Qu'est-ce que j'arrive à voir que les autres ne voient pas ? Qu'est-ce que les gens cherchent et ne trouvent pas encore ? Avec toutes les subtilités. Et quand tu développes cette vigilance entrepreneuriale, tu construis ton offre depuis le terrain. Le troisième point, c'est ton rapport au problème. Quand un prestataire freelance perd un client, ou bien quand tu fais un lancement et ça ne marche pas vraiment comme tu voulais, il se demande qu'est-ce que j'ai fait de mal, ça doit être moi. Donc il va chercher l'erreur principalement en lui. D'une manière générale, c'est sa compétence qu'il va remettre en question, ou bien sa légitimité, ou bien sa valeur. Il va prendre le problème comme un verdict personnel sur lui-même. En revanche, quand l'entrepreneur, le vrai, qui a une perspective business, traverse le même creux, il se demande plutôt qu'est-ce que le marché est en train de me dire ? Quel est le signal que j'ai pas perçu ? Le problème devient donc un signal et non pas un échec personnel. Ça devient une information à traiter et non pas un verdict. C'est quelque chose que le réel te renvoie et que tu dois intégrer pour ajuster. Et ça change tout parce que quand tu prends chaque difficulté comme un verdict sur ta valeur ou bien sur ta personne, ça va t'épuiser rapidement. Tu commences à douter de toi et tu vas finir par te sentir submergé et paralysé. Quand tu apprends à prendre les choses plutôt comme une donnée à traiter, tu restes en mouvement et surtout tu vas apprendre à rechercher des solutions au lieu de rester dans le blocage. Bon, maintenant, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, c'est-à-dire le mode prestataire, le réflexe de partir de ta compétence, la tendance à prendre les problèmes comme des signaux d'échec ou comme des verdicts personnels, peut-être que tu te demandes encore, ok, mais comment je m'en sors concrètement ? Et avant de répondre à ça, il faut d'abord comprendre ce qui te retient aujourd'hui. Parce que ce n'est pas juste un manque de volonté de ta part, je le sais très bien, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Il y a des verrous très précis aujourd'hui qui te maintiennent dans le mode prestataire. Premier verrou, c'est ton conditionnement. On en a déjà parlé dans de précédentes vidéos, dans celle-là aussi, mais je veux aller encore plus loin. C'est pas juste que le salariat ou bien l'école nous apprennent à monnayer une compétence ou une expertise, c'est que tout le système nous apprend à attendre qu'on nous dise quoi faire. À l'école, on attend le cours, le programme, l'examen, la récréation, les notes finales, les vacances, la rentrée. Au travail, c'est pareil. On attend la fiche de poste, les objectifs, la validation de ton manager, le salaire en fin de mois, les vacances, les congés, la prime de fin d'année, les jours fériés, la fiche de paye. Tu passes plus de 20 ans à fonctionner dans un cadre où c'est quelqu'un d'autre qui définit les règles du jeu, les priorités, les critères de réussite, et un jour, tu te mets à ton compte. Tu deviens ton propre patron. Et là, il n'y a plus personne qui te dicte quoi faire. Il n'y a plus de programme, il n'y a plus de fiche de poste, il n'y a plus de validation, il n'y a plus de ressources humaines. Qu'est-ce que tu fais ? Tu recrées un cadre, tu t'inventes un emploi du temps, tu te donnes des tâches, tu recherches des formations peut-être parce que le fait d'apprendre te rassure, ça te donne l'impression de progresser sans avoir à attendre la seule question qui compte, est-ce que quelqu'un veut acheter ce que je propose ou pas. C'est d'ailleurs ce que montre la statistique de l'INSEE. En France, seulement 39% des entreprises arrivent à passer le cap des 5 ans. Et ce n'est pas parce que 61% des gens sont incompétents, mais vraiment pas du tout. C'est parce que la majorité aborde son activité avec une logique qui ne fonctionne pas dans le business. Attendre la bonne réponse, accumuler de l'information, des connaissances, chercher la certitude avant d'agir. Le deuxième verrou que tu as besoin de voir aujourd'hui, c'est que ta compétence, c'est ta zone de confort. Aujourd'hui, tu vends ton expertise, tu maîtrises ton sujet, tu te sens légitime et c'est un très bon début. Et je vais te dire une chose, et je le pense honnêtement et sincèrement. Dans un système comme le nôtre, se mettre à son compte, c'est déjà un énorme acte de courage. Alors je te félicite si tu l'as déjà fait. Mais regarder le marché, ça veut dire aussi accepter de voir des besoins qui ne correspondent pas forcément à ce que tu sais faire aujourd'hui, qui ne partent pas forcément de ton expertise. Ça veut dire envisager de construire quelque chose que tu ne maîtrises pas encore parfaitement. Et pour quelqu'un qui construit toute son identité professionnelle
purement sur son expertise initiale, ça peut être très menaçant au niveau du ressenti pour son identité. C'est comme si on te demandait de lâcher un bout de toi-même, en fait. C'est la seule chose qui te permet de te sentir légitime aujourd'hui. Donc tu vas rester dans ta compétence et tu continues à l'affiner. Tu deviens de plus en plus expert dans un domaine, de plus en plus précis et de moins en moins connecté à ce que le marché te demande réellement aujourd'hui. Le troisième verrou que tu as besoin de voir aujourd'hui, c'est que tout le monde autour de toi te confirme dans ce mode de fonctionnement. On va te dire, trouve une niche, tu dois nicher ton expertise, deviens la référence dans ton domaine. Tu entends partout ces conseils. Ils sont pas faux pour un prestataire. Je suis pas en train de te dire que c'est faux. Il n'y a pas quelque chose qui soit complètement faux ou bien complètement vrai. Moi, j'ai pas une vision polarisée, hein. J'ai plutôt une vision très nuancée. Mais si ton objectif, c'est d'être un très bon prestataire avec des clients satisfaits, ces conseils fonctionnent parfaitement. Et ce sont des conseils qui sont valables jusqu'à un certain plafond possible pour un prestataire. Ils vont te maintenir dans le mode de fonctionnement que tu essaies de dépasser. C'est-à-dire perfectionner encore ta compétence. C'est une bonne chose, hein, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Mais à un moment donné, il faut aussi commencer à observer ce qui se passe autour de toi. Ce que tu n'as pas l'habitude de voir. Et moi, ça m'a pris personnellement des années à comprendre. C'est pas uniquement comprendre au niveau intellectuel, c'est l'intégrer dans mon mode de fonctionnement. Parce que je regardais le monde uniquement en mode prestataire et je me demandais, qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Qu'est-ce que je peux proposer? Au lieu de me demander, qu'est-ce que les gens ont besoin d'avoir et que je suis capable de délivrer? Le jour où j'ai changé la question, tout a changé. Tout a commencé à changer et puis j'ai commencé à construire petit à petit. C'est ça le problème que j'ai identifié sur le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne t'apprend ces compétences opérationnelles du business. Même pas en école de commerce, même si tu payes très cher ton école de commerce. Et je le sais parce que j'y ai enseigné pendant plus de 10 ans. Je connais très bien les parcours, les programmes, les syllabus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le Randa Business Lab. C'est un espace d'exécution où tu viens apprendre les véritables compétences business. Tu viens avec ton business, avec tes vrais problèmes, tes défis, et on va travailler ensemble dessus, on va clarifier, on va décider et on va agir en direct sur des problématiques concrètes. Ce ne sera pas des modules en plus à consommer d'une manière passive, ce ne sera pas du contenu passif. Au contraire, tu vas repartir à chaque fois avec du concret. Aujourd'hui, si tu souhaites rejoindre la liste d'attente pour le lab, je te mets le lien en description. Enfin, n'oublie pas de mettre un pouce à cette vidéo et si tu veux recevoir plus de contenu comme cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Encore, je te dis merci beaucoup et à bientôt.